Véronique Jacquier, Gilles-William Goldnadel, Louis de Ragnel et Gérard Leclerc sont là. Le président Le Graët n'est plus ce soir le président de la Fédération française de football. Il est en retrait. On va en parler dans quelques secondes. C'est Philippe Diallo qui est désormais président par intérim. Mais je voudrais qu'on commence par ce qui s'est passé ce matin à la gare du Nord. Un homme a blessé 6 personnes, vous le savez, dont une grièvement. Selon nos informations, l'individu est connu de la justice sous 3 noms de nationalité libyenne. Je dis selon nos informations parce que toute la journée, des informations contradictoires ont pu circuler. Je vous propose d'écouter Sandra Buisson. Le suspect de l'attaque de la gare du Nord reste pour l'instant difficile à cerner. Son identité réelle n'est toujours pas connue, faute de papier d'identité sur lui. Les enquêteurs ont passé ses empreintes au fichier. Il en ressort que quand il a eu affaire à la police dans le passé, il a déclaré différentes identités, se disant parfois algérien, parfois libyen, sans que des documents officiels l'attestent. C'est ce qu'on appelle des alias. Sous ces identités, il fait l'objet, selon nos informations, de 2 OQTF, dont une vers la Libye, datée de l'été dernier. Précision sur son profil, selon nos informations, cet homme a été condamné 2 fois par la justice française, sous des identités libyennes différentes l'une de l'autre. Il a écopé d'un côté d'une amende pour violation de domicile et de l'autre de 4 mois de prison avec sursis pour vol. Pour l'instant, ses motivations restent aussi à préciser. Selon nos informations, dans leur première déclaration, les 2 policiers qui ont tiré sur l'individu pour le neutraliser ont dit l'avoir entendu parler arabe, mais ne pas l'avoir entendu dire Allahu Akbar. Des informations qui vont devoir être recoupées avec l'audition des différents témoins. En l'état, le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi. Il évalue la situation en fonction des éléments qui sont et qui vont être recueillis en procédure par les enquêteurs de la brigade criminelle. Peut-être vu sur les réseaux sociaux les images de grande violence de cette attaque qui sont diffusées. Ce sont les images de vidéosurveillance. CNews a choisi de ne pas les diffuser. Je pense que c'est une sage décision. Je dois vous dire que 3 femmes de 40, 47 et 53 ans ont été victimes. 2 hommes de 36 et 41 ans. Ces personnes d'ailleurs sont sorties de l'hôpital à l'heure à laquelle je vous parle. Il y a un policier également qui a été blessé. Seul l'homme de 36 ans, celui qu'on voit dans cette vidéo et qui reçoit de nombreux coups de couteau, est encore hospitalisé, même si ses jours ne sont pas en danger. Sans doute, ce qu'on doit retenir une nouvelle fois de ce drame, c'est que la personne était sous le coup de 2 OQTF. Gilles-William Goldnadel. Oui, je ne voudrais pas être dans la récupération, n'est-ce pas ? Mais ça fait quand même beaucoup. C'est encore des OQTF. C'est d'une très grande violence. Hein. Très grande violence. Moi, j'ai vu la vidéo, c'est épouvantable. Il faut rendre hommage au premier policier qui a essayé de le neutraliser, les mains nues. Oui, mais même les témoins. Oui, les gens absolument. Qui étaient avant le policier. Non, mais ils ont été... Vous avez des gens qui veulent intervenir. Ils ont été d'un courage exceptionnel. Je note que les médias un peu conformistes ont mis du temps, beaucoup de temps à l'allumage pour dire ce qu'il en était exactement. En général, quand on sent qu'ils ne se précipitent pas, c'est qu'ils ne sont pas pressés de dire les choses. Hein. Oui, mais non, mais bien sûr. C'est à 6h45, il est 8h, il est 20h. Non, mais vous avez un bel esprit de corps. Non, mais vous avez un bel esprit de corps. On attend un petit peu que l'enquête se mette en place. C'est passé à 6h45. C'est quand même étrange. Moi, effectivement, je déteste vous contredire, cher Gilles-William. Et faites-le au minimum. Et au minimum. Non, objectivement, les médias en ont parlé. Et ensuite, l'enquête est très compliquée. Ça a été assez bien rappelé. L'enquête est compliquée, oui. Dans la mesure où, en fait, son empreinte digitale correspond à 5 identités. Donc, il y a eu un communiqué là ce soir du procureur de la République et qui dit, nous, on n'est pas en mesure de dire qui il est. Et donc, si on n'est pas en mesure de dire qui il est, la question même des OQTF, Gilles-William... C'est ce que je vous ai dit avant l'émission. Pour l'instant, je reste très prudent. Il n'en demeure pas moins. Gilles-William, on est entièrement d'accord sur le fait que les OQTF ne sont pas exécutés, que c'est un fléau français et qu'on n'y arrive pas. Et on en a déjà parlé plein de fois. On est d'accord. J'ai été mis en cause grossièrement. Il y a une forme de prudence, Gilles-William, il y a une forme de prudence qu'on adopte et on a raison, tant qu'on ne sait pas précisément les choses, d'adopter cette prudence. Enfin, moi, je constate simplement, je fais peut-être du mauvais esprit, mais dès le matin, dès 10h, j'ai constaté ce qu'il en était, et c'est
dans l'après-midi que les médias ont... L'ouverture du journal de 8h d'Europe 1 ce matin. Non, mais ça, Oui, mais je vous assure, c'est pas le sujet. c'est pas ça. C'est pas le sujet. C'est pas ça. Et ensuite, il y a une Jamais question dans la question, c'est que globalement, la personne déclarait être de nationalité algérienne et on entend qu'il est plutôt de nationalité libyenne. Alors on s'oriente. Ce qui pourrait, Ouais. indirectement, ça va peut-être choquer mes propos, mais arranger le gouvernement dans la mesure où il n'y a pas de relation entre la France et la Libye, donc la personne n'est pas expulsable. Réaction de Marine Le Pen, le nombre de clandestins sous le coup de OQTF impliqués dans des actes criminels se multiplie. La future loi sur l'immigration devra apporter une réponse ferme et déterminée à cette menace exponentielle. Éric Ciotti s'avance peut-être parce qu'il dit l'assaillant de la gare du Nord qui a blessé 6 personnes faisant l'objet d'une OQTF aurait crié à la Akbar au moment des faits. Il emploie le conditionnel. Alors, C'est le sens du conditionnel. Pardonnez-moi, Bon. il y a des conditionnels, vous voyez. C'est ce que... Oui, enfin, ceux qui sont témoins n'ont pas entendu à la Akbar. Non, Voilà, je suis désolé de le dire Vous comme ça. avancez aussi de dire qu'ils n'ont pas entendu. Je sais pas. Pardon Vous avancez aussi. Il y en a parce que j'ai entendu, moi, des témoins. Ouais. Et là, ils Non, mais ont je témoigné pense, pour le moment. Je pense que M. Ciotti, lorsqu'il utilise le conditionnel, n'extrapole pas, c'est tout. non, mais je pense, pardonnez-moi, mais je pense que c'est même pas le sujet. Même pour les politiques, est-ce que les OQTF doivent être exécutés? On sait très bien qu'elles ne vont pas l'être. On sait très bien qu'on n'a pas les moyens Exactement, de le faire. c'est hors contrôle. Il faut faire comme On le au sait. Danemark. C'est-à-dire, on dit maintenant la France, c'est plus un pays de cocagne pour toute une partie du monde, et on fait ce qu'il faut. Mais la gare du Nord, vous êtes allé à la gare du Nord? Le vrai sujet, c'est gare du Vous avez Nord. raison. Le vrai Vous sujet, avez raison. Le vrai sujet, c'est la gare du Nord. Oui, bien sûr. Non, mais- Moi, je vous assure, Bien sûr. c'est Oui. aller gare du Nord. Non, mais- C'est incroyable Il y a d'ailleurs. pas plus que C'est ça. une enclave. Vous rentrez, vous n'êtes pas en sécurité gare du Nord. Donc j'imagine il y a plein de gens qui n'ont même pas envie de prendre un train gare du Nord ou qui rechignent à partir aujourd'hui pour Mais l'Angleterre. il y a des C'est ça, Français c'est qui un ne vont sujet. plus Oui, gare du vous avez Nord. raison. Voilà, Bien ça entendu. c'est un vrai sujet. Mais là, Mais ce Gare qui du arrive- Nord, je veux qu'on dise n'importe quoi, mais Gare du Nord, c'est la première gare en point de vue du nombre de passagers, première gare en Oui, mais ça Europe. veut pas dire que et les gens troisième se dans le sentent en monde. Donc sécurité. tous les jours, vous avez des centaines de milliers de gens qui passent par la Gare du Nord. Alors Oui, mais moi, je veux ils bien ne qu'on s'arrêtent dise que pas, c'est... ils n'y vivent pas, et ceux qui travaillent dans Enfin, la vous êtes gare. allé gare du Voilà. sérieusement. Bien sûr que Il y a j'y des vais, femmes bien qui veulent sûr. pas Et vous êtes allé le quand soir Vous êtes parce allé qu'elles quand ont la peur. dernière fois Je peux dire Oui, pas mais précisément. répondez. J'y suis Non mais sérieusement. J'y suis allé il n'y a pas très longtemps. Non mais il y a des C'est pas très endroits. longtemps. Ce que je veux vous Non, dire, non, Gérard, c'est qu'il y a des endroits de France. Vous allez. Écoutez, je vais même vous dire quand j'y suis allé, ça me revient maintenant. Non, je mais- suis allé à Arras, si vous voulez tout savoir, je vais vous raconter Mais ma vie. demandez aux Et donc agents je suis passé SNCF par la de Gare du Nord et c'est ils effrayant. sont heureux de Mais c'est travailler effrayant. là-bas. C'est Non, effrayant. Elle a été refaite, je vous signale largement. Oh, Et mais c'est- elle est c'est encore, effrayant. d'ailleurs, On regarde comme un elle héros. n'est pas encore. Mais Mais non, c'est effrayant, c'est effrayant. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, vous passez porte de Clignancourt aujourd'hui ou parfois porte de la Chapelle. Vraiment, vous ne vous sentez pas en sécurité. Je ne peux pas vous dire autre chose. Si vous vous sentez en sécurité, eh bien, allez-y. Prenez vos risques. Oui, chaque fois que j'ai l'occasion, quand je dois prendre le train, je vais à la Gare du Nord. Et Bah écoutez, vous direz jusqu'à ça. preuve du contraire. Pour aller à Arras, c'est difficile. Jusqu'à autrement. preuve, voilà. La gare de Lyon, c'est compliqué. Oui. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce C'est sujet. la première Avec gare néanmoins. européenne. Au point de vue Avec- du trafic, c'est Non, la mais première c'est en pas parce qu'il y a eu Europe. trafic que Bah ça donc, n'est pas c'est-à-dire qu'il y a quand dangereux. même beaucoup de monde. Ah non, je veux c'est dire. sûr, Voilà, mais- bon. Ah oui, mais c'est Et y vrai. compris des gens, notamment des hommes d'affaires qui vont sur. Il y a à la fois l'Eurostar et pour Bruxelles. Donc c'est pas une petite gare. Bon, On sait bien que donc, c'est bien que c'est pas une grande petite gare. gare. Donc il y a tous les jours, il y a des centaines de milliers de gens qui passent par la Gare du Nord. Mais allez demander à un agent SNCF qui travaille à la Gare du Nord, allez demander aux commerçants qui ont des commerces à la Gare du Nord, s'ils sont heureux d'y mettre les pieds tous les matins. mais Je pense qu'ils n'ont pas le même sentiment qu'il y a 20 ans, c'est quand même une évidence. J'en sais rien, mais enfin la Gare. Gérard n'en sait rien. Mais non, mais je Non, sais pas, je suis pas allé moi faire j'en sais ça. quelque chose. Mais non, parce que je suis pas Vous allé voyez, faire une mais- enquête. Moi, Eh ben, moi, c'est j'en sais comme quelque chose. Le début de cette conversation, le problème de l'agresseur, c'est qu'on a eu déjà trop. Premièrement, tout le monde en a parlé. Moi, j'écoutais régulièrement la radio toute la journée, on en parlait dans tous Oui, les dans l'après-midi. tous les flashs. Dans Non, l'après-midi. dès ce matin, parce que je l'ai Ah appris oui, à mais 9h du matin. Noël Le Graët. Mais c'est pas le sujet, ça. Bon, et Les médias, c'est pas le deuxièmement, sujet. il y a eu des versions, comme Louis C'est l'a pas le sujet. rappelé de façon tout à fait Allez. juste, il y a eu des versions différentes. On Noël. ne peut pas encore affirmer que c'est un Libyen. Noël Le Si j'ai bien Graët. compris. Exactement. Même si, semble-t-il, c'est l'hypothèse. Noël Le Graët s'est mise en retrait de la présidence de la Fédération française de football. C'est le comité exécutif de la Fédération française qui a pris la décision après une réunion extraordinaire ce matin. Philippe Diallo prend la présidence par intérim. La directrice générale de la Fédération, Florence Ardouin, est mise à pied à titre conservatoire. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a salué la décision de mise en retrait de Noël Le Graët. Elle a dit que c'était une étape nécessaire, notamment au regard des éléments déjà connus de son attitude. Je salue la décision prise par le COMEX de la FFF de se réunir
et d'agir sans délai. La FFF a également communiqué. Il y a une réaction également de Sonia Souid. Sonia Souid, qui est cet agent qui avait pris la parole ces dernières heures, notamment pour se plaindre du comportement et des propos de Noël Le Graët. Lors de ce rendez-vous, il me dit clairement que si nous étions plus proches, mes idées se concrétiseraient. En tout cas, il serait beaucoup plus motivé pour m'aider dans ce sens. Et là, en fait, je me prends une claque énorme, avait-elle déclaré. On va écouter peut-être d'abord Didier Deschamps, qui pour la première fois a réagi. Certains ont trouvé que sa réaction était peut-être tardive. Pour tout vous dire, je ne partage pas cet avis. Je trouve que, comme toujours, Didier Deschamps a trouvé les mots justes, avec beaucoup de distance, beaucoup de classe et beaucoup d'intelligence, ce qui est sa ligne directrice. Concernant la dernière actualité, avec les déclarations de mon président, donc bien évidemment, ses propos, comme il l'a reconnu et admis, étaient inappropriés. Et je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait pu présenter ses excuses à Zizou. De mon côté, évidemment, la situation sportive fait que ça a mené à avoir une rivalité sur le plan sportif entre nous deux, voire même pour certains à une opposition. Ce que je peux vous assurer aujourd'hui, comme hier, comme il y a des mois ou des années, j'aurai toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce qu'on a vécu et partagé ensemble, déjà dans notre première vie de joueur, et aussi par rapport à ce qu'il est et ce qu'il représente dans le football, mais évidemment dans le sport français. Donc voilà, je ne vais pas faire de déclarations autres et vos questions, ce n'est pas l'endroit parce que je suis là avec Brigitte et c'est les pièges jaunes. Brigitte Macron, bien sûr, c'est les pièges jaunes. Je trouve qu'il trouve les mots justes. Moi, je trouve qu'il ne l'accable pas et voilà. Moi, je suis plutôt d'accord avec lui. Ce que je retiens quand même, bon, d'une part, c'est qu'il a quand même, il s'est quand même mis en retrait, alors que hier, certains on doutait, on disait est-ce que quelqu'un va le faire. Et la deuxième chose, c'est que ce qui est quand même un petit peu détonnant dans cette affaire, c'est que c'est donc cette saillie invraisemblable sur Zidane qui le fait chuter, alors que jusque-là, il y a quand même un dossier qui est très épais entre les affaires de harcèlement, les affaires de management. J'ai même entendu, bon, c'est un truc, mais la façon dont Deschamps a été reconduit sans que le reste du comité exécutif soit au courant. Il l'a validé d'ailleurs aujourd'hui. Sur les affaires de racisme dans le football, d'homophobie, sur toute une série de déclarations qu'il a pu faire qui étaient contestables, tout ça, rien ne s'est passé. Et notamment, je dis, les affaires de harcèlement qui, aujourd'hui, si je puis dire, dans le climat actuel, sont quand même des choses qui sont considérées comme, et à juste titre, comme très graves. Et donc, il a résisté à tout ça, il n'y a jamais eu le moindre souci. Et là, c'est sur une faute, une phrase invraisemblable qu'il dit sur Zidane. Et là, il est balayé. Ce qui est étonnant, c'est que quelque part, il n'y a rien eu avant, quoi, non ? La difficulté des affaires de harcèlement, c'est qu'il n'y a pas de plainte. Ah bah là, il y en a eu. Il y en a eu. Non, il n'y a pas eu de plainte, si vous voulez. Et il y a eu des enquêtes journalistiques, notamment une d'un magazine, et que c'était souvent des témoignages anonymes, jusqu'à ce que Sonia Souid prenne la parole, et elle a pris la parole hier, ce qui a aussi beaucoup changé les choses. Mais il n'empêche que vous avez raison de souligner que tout ce climat, toutes ces phrases, etc., existaient avant, et que l'élément déclencheur, c'est parce qu'il a attaqué Zinedine Zidane. Il y a un rapport. Alors, il est mis en retrait. Il y a eu cette négociation avec le COMEX ce matin, et il pourra revenir si l'audit lui est favorable. Mais évidemment, ne lui est pas trop défavorable. Je crois que c'est plutôt formulé dans l'autre sens. S'il n'est pas accablant. Voilà, s'il n'est pas accablant. S'il est un peu défavorable, je pense que dans l'esprit de Noël Le Graët, il peut revenir. On peut écouter peut-être. Est-ce qu'on va pas lui faire comprendre du coup qu'il a fait le mandat de trop ? Je pense qu'on lui a bien fait comprendre. Véronique. Alors, on va écouter peut-être Jeanne Cancard qui était présente et qui nous donne des informations. Le comité exécutif s'est réuni ici au siège de la FFF pendant près de 3 heures à l'issue desquelles donc Noël Le Graët, en accord avec les autres membres du comité exécutif, a décidé de se mettre en retrait, en tout cas en retrait
retrait jusqu'au rendu final du rapport de l'audit qui a été diligenté par le ministère des Sports. Audit qui devrait donc être rendu d'ici un mois. Et d'ici là, donc, c'est Philippe Diallo, celui qui était jusqu'à présent le vice-président de la FFF et que nous avons aperçu tout à l'heure, mais qui n'a pas souhaité prendre la parole. Eh bien, c'est lui qui va prendre la présidence de la Fédération française de football, donc par intérim. À l'issue de cette réunion exceptionnelle, on a aussi vu d'autres membres du comité exécutif, comme Jean-Michel Aulas, le patron de l'Olympique Lyonnais, ou encore Vincent Labrume, le président de la Ligue. Ils se sont très brièvement tous deux exprimés, le visage assez fermé. Il faut dire que les membres du comité exécutif étaient sous pression depuis plusieurs jours, sous pression par le gouvernement qui leur demandait de prendre leurs responsabilités. D'ailleurs, cet après-midi, la ministre des Sports a salué cette mise en retrait de Noël Le Graët. Alors, qui est Philippe Diallo? Si vous suivez nos émissions, vous l'avez peut-être vu régulièrement dans 20h Foot. Il venait parfois. Il est venu également au début de l'heure des pros. Je ne sais pas si vous avez fait des émissions avec lui, Gérard, au début de notre aventure en 2016. Il est nantais, ce qui est un gage parfois de réussite, même s'il était né à Saint-Nazaire. Il est licencié de droit à la faculté de Nantes. Il a fait Sciences Po. C'est un homme de dossier. Il a dirigé pendant près de 30 ans, de 92 à 2021, l'Union des clubs professionnels de football. Il fait l'unanimité par sa connaissance, son expertise sur les dossiers, et puis disons-le aussi par son comportement. C'est quelqu'un qui est d'une très grande courtoisie, qui est d'une belle bienveillance, et qui, de ce point de vue-là, fait, comme on dit, l'unanimité dans le milieu dans lequel il évolue depuis si longtemps. Vous trouverez peu de gens qui vous diront du mal de Philippe Diallo. Donc il est aujourd'hui président par intérim. Et il est président par intérim donc jusqu'à l'audit et peut-être jusqu'au mois de juin où il y aura une assemblée générale pour élire cette fois le nouveau président de la Fédération française de football, qui devra sortir du COMEX. Ce n'est pas des grandes élections. C'est-à-dire que ceux qui disent Platini, Denisot pourraient revenir, c'est impossible par les statuts. C'est-à-dire que c'est le COMEX qui est élu pour 4 ans. Donc le COMEX a été élu. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais. Et le futur président, il doit, quoi qu'il arrive, sortir du COMEX. On ne refait pas des grandes élections. Et les grandes élections, c'est en 2024. Donc, a priori, effectivement, c'est un des candidats possibles pour la succession de Noël Le Graët. On peut écouter... Oui. Juste rajouter une chose, il y a quand même un truc incroyable, c'est qu'il y a également donc, la directrice générale qui a été mise à pied, Madame Ardouin. Dans le rugby, vous avez quand même le président... Oui. Bernard Laporte qui lui aussi été mis en retrait, oui. Le directeur général qui s'occupait de la Coupe du Monde qui a été bien. Sur le tennis, visiblement, il y avait des choses qui se sont passées. Oui. Le comité pour les Jeux Olympiques, là aussi, il y en a certains. Enfin, il ne faut pas en tirer de conséquences. Enfin, il y a un petit problème, me semble-t-il, dans les directions. Il y avait eu la même chose avec le patinage artistique. Ça fait beaucoup Oui. Mais c'est vrai. De fédérations sportives qui ont des problèmes. Quoi. Oui, mais il y a aussi beaucoup d'hommes politiques qui ont eu des soucis, et puis beaucoup d'hommes d'affaires peut-être qui ont eu des soucis, et puis beaucoup d'acteurs qui ont des soucis, et puis beaucoup de... Vous voyez, c'est pas... Il y a quand même président de la Fédération française de football. Non, mais c'est vrai que ça... Il y a une concentration en peu de temps, c'est vrai. Bon, écoutons messieurs Labrune, qui est président de la Ligue, et Jean-Michel Aulas, qui est président de Lyon, qui se sont exprimés. Monsieur Labrune, qu'est-ce que vous avez décidé aujourd'hui ? Non, mais je vous ai déjà dit ce matin, mon point de vue et la sagesse, là, voilà. On est des grands garçons, on sait ce qu'on a à faire, on sait prendre notre destin entre nos mains quand on doit le faire. On doit prendre nos responsabilités. Comment il est, Philippe Diallo ? Je ne fais pas de commentaires pour l'instant. Comment ça s'est passé ? Il était comment, monsieur Le Graët ? Est-ce qu'il était combatif ? Est-ce qu'il était désabusé ? Il est très malheureux, voilà. Ah, il est très malheureux, oui. Éric Borghini, qui est un des membres du COMEX, personne n'a parlé du COMEX. C'était la ligne directrice. Personne ne devait parler. C'est pour ça que vous n'entendrez pas Philippe Diallo. Sauf M. Borghini, qui a rompu cette espèce de pacte qui avait été donné ce matin à l'intérieur du COMEX. On peut se concevoir qu'il soit malheureux. Nous avons eu une discussion intense, une discussion avec beaucoup de cœur, un peu comme dans un conseil de famille, où la famille s'est réunie et on s'est dit tout ce qu'on avait sur le cœur. On a parlé en toute liberté. Le président a écouté tout le monde. Chacun donnait son avis et finalement, cette solution de la mise en retrait est apparue comme, en effet, la solution de la sagesse. Mon analyse
était que la situation était tellement grave que finalement, on aurait beaucoup de mal à inverser la tendance. Et donc, moi, j'avais préconisé au président de se retirer dès à présent définitivement. À la suite de mon intervention, Jean-Michel Aulas est intervenu pour dire écoute, une démission, c'est peut-être excessif, mais une mise en retrait. Il a fallu quand même convaincre, parce qu'au départ de la réunion, il n'était pas forcément sur cette ligne, Noël Le Graët. Vous avez des commentaires, des remarques? Concevoir qu'il soit malheureux quand même. La Roche-Torpéienne est proche du Capitole, hein, parce que en dépit des problèmes qu'il avait, il est sorti grandi avec la finale, et on pensait qu'il pouvait se remettre à flot, et Gérard Leclerc a parfaitement raison. Ce sont ces déclarations pour le moins malencontreuses qui l'ont fait définitivement tomber. Pour le reste, pardon Gérard, moi tu dis que c'est un rapport épais, moi je le connais pas, ce rapport-là. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, un peu de patience avant qu'on sache ce qu'il y a dedans. Vous avez entendu quand même ces déclarations sur le Qatar. Non, je parlais... Vous avez entendu Sonia Souid des témoignages. Vous avez entendu Florence Ardouin qui s'était opposée au président Le Graët. Vous avez entendu... C'est toujours pareil, c'est des faisceaux quand même de... Moi, vous mettrez ça sur le compte de ma déformation professionnelle. Oui. Je n'ai pas eu le dossier. Donc, je ne sais pas s'il est épais ou pas. C'est tout. Et vous avez du mal avec la parole des femmes parfois, j'ai remarqué souvent. Quand je vois par exemple qu'il y a une révision, Vous avez raison. Quand je vois par exemple que Richard Berry a été traîné dans la boue pour rien, quand je vois qu'il y a une révision d'un malheureux qui avait été accusé, qui a fait de la prison, et que finalement son accusatrice est revenue sur ses déclarations. Oui, effectivement, je pense qu'il arrive que les femmes mentent. Oui. Bon, alors attention. Bon, enfin, souvent, les femmes qui disent qu'elles ont été harcelées... Non, mais écoutez, moi, c'est toujours pareil. Le problème de dépasse ce sujet-là. La pause. Pardon. Non, mais c'est un climat. C'est pas la question. Là, on n'est pas... Ça dépasse la question du harcèlement. C'est qu'on a des comportements machos d'un autre temps. On a, je veux dire, sur Noël Le Graët, le mot harcèlement, écoutez, moi un peu de patience, le rapport, il va arriver dans 15 jours. Alors, je vais vous dire les choses. Je vais vous dire les choses comme je pense. choses. Je le connais, Sonia Souid. Je l'ai reçu sur ce plateau. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. C'est un certain climat. On ne se conduit pas comme ça. Voilà. Regardez-moi dans les yeux. Oui. On ne se conduit pas comme ça. C'est une agent de joueur. On ne se conduit pas comme ça. C'est tout. Et je la crois. Voilà. Et moi, j'ai pas vu le dossier. Il n'y a pas de dossier, c'est un climat. Il n'y a pas de dossier, c'est bien le problème d'ailleurs. C'est un climat, ça s'appelle. Moi, la pause et... j'aime pas condamner les gens sur un climat. Oui, il n'y a rien à faire. On va parler des retraites dans une seconde. On va écouter Emmanuel Macron, ce qu'il disait en 2019. Je ne me lasse pas de cet extrait. Et pour le moment, c'est Clémence Barbier. Un délai de 48 heures pour décider ou non de la liquidation de la société Place du Marché, ex-Toupargel. La société de livraison à domicile de produits alimentaires compte 1600 salariés. La liquidation, si elle est confirmée, entraînerait un des plus importants plans sociaux de ces derniers mois. Aux États-Unis, le trafic aérien reprend progressivement après une panne géante affectant un système d'information crucial pour les pilotes et les équipages. Tous les départs de vols intérieurs ont été suspendus ce matin, causant de nombreux retards. C'est la première fois depuis le 11 septembre 2001 qu'autant de vols sont suspendus. Charles III, bientôt à Paris, le roi devrait se rendre dans la capitale en mars. L'invitation avait été donnée par Emmanuel Macron lors des obsèques de la reine. Au programme, un dîner d'État dans la salle des fêtes de l'Élysée et plusieurs visites dans la ville. Et je me demande si Charles III est revenu à Paris depuis le funeste 31 août 1997. Il n'est pas venu pour les cérémonies de commémoration du débarquement. Il y a eu plusieurs fois. C'est vrai que Paris... En Normandie, il me semble. Pas à Paris, mais en France en tout cas. Oui, d'accord, peut-être à Paris. Et effectivement, il était venu en 97. Bon, les retraites. L'extrait qu'on va voir date de 2019, c'est quand même pas très vieux. Et il pose le problème de la politique
Et est-ce qu'on peut croire à un homme politique qui dit tout et son contraire, comme Emmanuel Macron, qui a un côté frigoli? Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit les arguments pour lesquels on n'ira pas jusqu'à 64 ans, qui sont utilisés aujourd'hui par Philippe Martinez, dans l'extrait que je vais vous montrer. Donc comment croire en la politique, Emmanuel Macron? Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Je ne crois pas pour deux raisons. La première, elle est un peu directe, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Et je pense que c'est quand même mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit. Et pourquoi? Parce qu'on a dit, on laisse 62 ans comme âge légal, parce qu'on fait une réforme beaucoup plus large, beaucoup plus profonde, qui est de créer ce nouveau système par points, qui va remettre de la confiance, qui va permettre de corriger les vraies injustices du système, qui sont les régimes spéciaux, les avantages particuliers de telle ou telle catégorie, qui sont parfois très coûteuses et qui sont aujourd'hui des vraies inégalités qu'on ne sait plus justifier. Et ça, c'est beaucoup plus profond, plus ambitieux. Il ne faut pas le compromettre en bougeant l'âge légal. Puis la deuxième raison, c'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Et là, on a malheureusement coupé l'extrait que j'ai montré ce matin, où il explique en plus que lorsqu'on est dans une région défavorisée, lorsqu'on est peu qualifié, on a du mal à trouver du travail à partir de 52-53 ans. Ce serait bien d'ailleurs que Benjamin trouve cet extrait parce que c'est le meilleur, la fin si j'ose dire. Et comment croire donc en la politique? Moi je vais vous répondre. D'une part, quand il fait ces déclarations, on est en plein dans la réforme par points. Et effectivement, c'est le choix qu'il fait à ce moment-là, c'est-à-dire on ne touche pas à l'âge de départ, on fait une réforme par points. Cette réforme par points, personne n'en a voulu, en tout cas pas les syndicats, et elle a capoté. Après, il se fait réélire en 2022 en mettant, là pour le coup on ne peut pas dire l'inverse, en disant on fera la réforme en 65 ans. Écoutez l'extrait, Donc, on va juste l'extrait, si Benjamin peut caler juste la fin, hein, qu'on ne réécoute pas le départ. Mais allez-y Véronique. Non, moi j'ai l'impression là de voir un comédien qui est en train de jouer sa pièce de théâtre, et puis là, il a changé de pièce de théâtre. C'est toujours un comédien. Bon, ça ne veut pas dire que tous les politiques sont forcément des comédiens, même s'ils le sont un petit peu. Mais lui, il est comédien, et pour le coup, il n'est pas politique, parce qu'on voit bien qu'il serait prêt à nous vendre n'importe quoi. Là, ce qu'il a oublié de nous vendre dans sa nouvelle réforme, c'est une politique solide, familiale, pour une vraie natalité. Ce qu'on n'a pas dans notre pays, c'est quand même l'angle mort de cette réforme, c'est que pour avoir des retraites, il faut avoir des enfants. La France ne fait plus d'enfants. Deuxièmement, elle n'est pas ambitieuse parce qu'il n'y a pas de réforme par capitalisation. Et il y a longtemps que si on faisait un petit peu de capitalisation, tous ceux qui sont à la retraite gagneraient un peu plus que ce qu'ils ont. Et puis, bien entendu, elle n'est pas non plus suffisamment ambitieuse parce que elle n'est pas très sociale, pardonnez-moi de le dire comme ça. Spéciaux. Après, elle n'est pas. C'est ça qui est. C'est ça. On est à front renversé. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout sociale. C'est-à-dire que les gens qui font des métiers pénibles, je pense à des professions comme des femmes de ménage, comme des carreleurs, etc. Vous allez les faire travailler jusqu'à 65 ou 66 ans. Non, mais attendez. Alors là, il y a des choses qui sont faites. Pardonnez-moi, il y a une main qui est tendue au syndicat. Il y a le dispositif, il y a le fonds de prévention usure professionnelle. Ça va vous voulez qu'on écoute un maçon? On devait l'écouter un peu plus tard. Sur la mobilisation, écoutez un maçon, il s'appelle Michel. Et je vous propose d'écouter ce qu'il dit. Un maçon qui a commencé à 18 ans, à 60 ans, c'est une personne qui est cassée. Travailler dehors, porter des charges lourdes. Je pense qu'on ne peut pas se rendre compte. Je pense qu'à un moment donné, on a un gouvernement qui, pour moi, est déconnecté. Bien sûr qu'on est énervé parce qu'à 60 ans, il va nous rester quoi? À 64 ans, il va nous rester quoi? On aura cotisé toute notre vie pour payer quoi? Notre cercueil? Parce qu'à la fin, c'est ce qui va se passer. À 64 ans, il ne faut pas rêver. Notre vie, elle est faite. Il va nous rester quoi? Donc on aura cotisé toute notre vie pour payer qui? En fait, c'est ça le problème. Pour payer qui, quoi, comment? Ça s'entend. Non, je suis désolé, parce qu'il y a deux choses que ça... Véronique a commencé à le dire. D'une part, il y a les carrières longues. S'il a commencé effectivement à 18 ans, il ne va pas à 64 ans. Il finit. Il s'arrêtera à 60 ou 62. Je crois que c'est 62. Ils partent à 60 ans. Voilà. Ceux qui ont commencé avant 16 ans, ils partent à 58 ans. Ce que vous dites, c'est pas vrai. Si, pour moi, c'est même la mesure sociale de la future retraite. Je suis désolé de vous le dire. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ceux qui ont commencé
à 16, 17 et 18 ans, vous savez combien de temps ils vont cotiser ? 44 ans. Non, mais ils partent. Vous entendez ce que je vous dis ? Est-ce que vous pouvez entendre ce que je vous dis ? Les autres vont cotiser 43 ans. Les gens qui ont commencé à 16, 17, 18 ans, ils vont cotiser 44 ans. Donc ils commencent avant et on leur demande de cotiser plus longtemps. Mais pas avec cette réforme-là. Pas avec cette réforme-là. Présenté d'ailleurs dans Regarde ce qui s'affiche à l'écran. C'est écrit. Mais c'est écrit, mais ils cotisent 44 ans. 44 et 18, ça fait 60. C'était déjà le cas. Je suis désolé de vous le dire, ils vont cotiser plus. Vous trouvez que c'est bien ? Non, pas c'est avec la tout. réforme, puisque ça n'existait pas avant. Je vous dis qu'ils vont cotiser plus que les autres. Ils vont cotiser. Mais pas plus et vous que trouvez maintenant. Mais vous trouvez que c'est bien qu'ils cotisent plus que les autres ? Oui, mais c'est la situation actuelle. Franchement. Et d'ailleurs, c'est ce qui monte sur les réseaux sociaux beaucoup. Actuellement, ce n'était pas prévu. Regardez, c'est écrit là. Non, mais 18 et 44, ça fait 60. Il n'y a pas de souci. Ils ne vont pas aller jusqu'à. ils vont pas aller jusqu'à 64 ans. Deuxièmement, 19 ans, ça fait 62 ans. Eh ben oui, et voilà, on dit bien la même chose. Mais c'est pas carrière. Je vous dis, les gens qui ont commencé à 16, regardez, 16 ans, 60 ans, ça fait 44 ans. Ben, ça n'empêche qu'ils s'arrêtent à 60 ans. Aujourd'hui, ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est 62. Aujourd'hui, c'est 62. Bon, mais non, Pascal. aujourd'hui c'est 62. Non, là, honnêtement, il y a eu une avancée. C'est-à-dire qu'ils vont cotiser plus que les autres. Mais écoutez, allez leur dire à eux, parce qu'eux, ils vont être dans la rue. Aujourd'hui, ils cotisent plus longtemps eux, ils vont que être les dans la autres. rue. Et Pascal, Et ils auront bien raison. Mais non. De l'être. Objectivement, ils auront bien raison de l'être. Parce que demander 44 ans de cotisation, ils peuvent au moins être à 43 ans de cotisation comme les autres. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Mais c'est ce qui Alors, objectivement, la réforme, elle va quand même. Enfin, moi, je trouve, elle va dans le Parce bon qu'on sens. dit tout le monde 43 ans de cotisation, et ceux qui ont commencé à 16 ans, ils vont cotiser 44 et vous trouvez. Mais je m'en fiche d'aujourd'hui. Mais je m'en fiche d'aujourd'hui. Je vous dis une chose simple. Écoutez, monsieur Martinez. Mais je vous dis une chose simple. Tout le monde va cotiser 43 ans, et celui qui a commencé à 16 ans, vous allez le faire cotiser 44, et vous, ça vous choque pas. Mais ça, c'était déjà le cas aujourd'hui. Bon, bah, c'est entendez déjà pas ce le que je cas vous dis, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui. que je vous dise Et les carrières longues, elles sont introduites. Eh ben, vous avez raison. Elles sont introduites par cette réforme, c'est de même que la pénibilité. Enfin, vous êtes. De même que la pénibilité. Il y a trois critères. Mais évidemment que ça va revenir. C'est tellement invraisemblable. Ce que je dis, c'est tellement invraisemblable, Gérard, que évidemment que ça passera pas comme ça. Évidemment que même le gouvernement est en train de découvrir ça, dire évidemment, ça choque le bon sens, ce que je vous dis. Ça choque le bon sens. C'est-à-dire qu'eux vont cotiser plus longtemps que les autres. Bon. Non, cela dit, il y a quand même une avancée par rapport à avant. On cotise, oui, c'est ça. Bon. C'est Moi, je trouve qu'elle aurait pu aller plus loin, la réforme. Non, mais objectivement, non, mais, si on peut parler aussi des autres pas, de tout ce qu'il y a dans ce texte, il y a quand même des bonnes choses. Il y a des choses qui étaient portées. Attendez. Par Nicolas Sarkozy, puis par François Fillon, puis par Valérie Pécresse, par plein de candidats à la présidentielle. Non mais attendez, et moi je découvre aussi des gens qui soudainement, après avoir porté tous ces combats-là pendant 15 ans, freinent sont les deux pieds sur le frein uniquement parce que c'est Emmanuel Macron qui la porte. Je suis pas l'ambassadeur d'Emmanuel Macron. Je suis le premier à être dur avec lui sur plein de sujets. Ce n'est pas ça, je vous dis pour ceux qui ont un métier pénible. Vous n'allez pas comparer le métier de Gérard ou le mien. Je suis d'accord avec vous. On est derrière des bureaux. Non, mais si c'est le cas, c'est facile pour nous. C'est profondément injuste et je pense que les débats à l'Assemblée nationale rééquilibreront cette situation qui est anormale. Voilà. Mais j'en suis quasiment certain. Ensuite, je trouve qu'il y a un sujet que Véronique vient d'évoquer qui est capital, c'est la question de la natalité, la politique familiale. En 1960, vous aviez un peu plus de 4 cotisants pour un retraité. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes à 1,3, 1,4. Et donc, non mais on aurait pu mettre tout le monde d'accord s'il y avait plus d'enfants. Mais si, parce que c'est autre chose. Et c'est même un rapport. Le cœur du fonctionnement et du financement des retraites, c'est ça, c'est le nombre de cotisants en France par rapport au nombre de retraités. Une politique, un système de politique familiale qui n'existe quasiment dans aucun pays. Elle est très faible, et qui explique d'ailleurs que la natalité, enfin en partie sans doute, que la natalité reste, même si elle a beaucoup baissé, elle reste plus forte en France. On est à moins de 2 enfants par femme. Oui, mais c'est encore pire ailleurs. Regardez l'Espagne, regardez l'Italie, regardez l'Allemagne. On n'est pas dans la série, c'est quoi? Écoutez Marine Le Pen qui a réagi. Écoutez Marine Le Pen qui pose un problème de société aussi, c'est que cette réforme, tu as l'impression que c'est une réforme de techno et qu'elle manque peut-être de dimension, de savoir la place du travail dans la société aussi. Ça me paraît un peu important. C'est extraordinaire que ce soit moi qui dise ça et que vous faites bosser tout le monde jusqu'à 60 ans et 44 ans de cotisation et plus, etc. Je vous croyais un peu plus social, Gérard Leclerc. Mais écoutez Marine Le Pen. C'est un choix de société. C'est pas seulement un problème budgétaire.
budgétaire. Est-ce que l'on peut indéfiniment faire fi de la nécessité, dans un pays civilisé, qui est attaché au progrès social, de ces années de vie en bonne santé dont on peut profiter à la fin de sa vie de travail? Je ne le crois pas. Je crois que c'est un élément qui est un élément important et qui, aujourd'hui, est totalement balayé par le gouvernement. Je la trouve d'une très grande brutalité, cette réforme. Est-ce que vous vous rendez compte tout de même, alors moi je ne parle pas de moi particulièrement, c'est pas moi qui ai choisi les dates de mise en application, mais quelqu'un qui est né la même année que moi, c'est-à-dire en 1968, a vu donc sa durée de travail augmenter de 4 ans en l'espace de 11 ans. Bon, en plus, c'est ce on que peut disait... dire quand même à Mme Le Pen que Oui. Mme Mélanie, en Italie, les Italiens, ils travaillent jusqu'à 67 ans. Oui, Quand mais il même, faut en travailler passant. les anciens, Oui, oui. pardonnez-moi. Et pour- Qu'est-ce qu'on les découvre Italiens, bien Je veux dire, Je le Il y a d'autres pays. Gilles William, On est- dans cette Danemark. Gilles William, Oui. dans cette réforme, ce qu'on n'avait pas vu venir, Oui. c'est que le vrai problème, c'est le travail des seniors. C'est-à-dire que cette réforme, elle insiste sur un fait qu'en France, les seniors ne travaillent plus déjà à partir de 52 et 53 ans. Donc, si tu les amènes jusqu'à 64, 65, tu vas baisser mécaniquement Comment les ils font les pensions. autres pays alors? Comment ils font Mais On est beaucoup plus intelligents que Ils les font autres bosser pays. les seniors. On fait beaucoup plus. Mais Pascal, dans les Bien pays sûr. qui ont Bien sûr. Ils font bosser les augmenté, seniors. Je voudrais quand même répondre. qui ont décalé l'âge de Direct. départ à la retraite, ont vu mécaniquement aussi les seniors puis- travailler plus longtemps. Et puis je vais vous dire, Enfin, on fait sur les retraites comme on fait sur le Covid. C'est-à-dire comme les autres le font, on fait la même chose. bah, mais Les technos non, mais de bien sûr, Bruxelles, non, c'est non, toujours la même bien chose. sûr. Le Covid, c'était exactement ça. Moi, cette Europe, ça va. Ça n'a rien à voir avec Non, l'Europe. non, C'est pareil, c'est pareil. C'est votre argument. Les autres font la même chose. On fait la même chose. Non, c'est les États. Vous C'est les pouvez États, pas du tout. pas dire sans arrêt une chose. Vous pouvez pas dire sans arrêt une chose et son Non, non, mais contraire. bien sûr. D'ailleurs, comme je fais pas de rapprochement avec vous, mais comme vient de le dire Marine Le Pen, c'est-à-dire Oui. la même. Oui. Et beaucoup d'autres le disent, qui passent leur temps à dire la France est en déclin, la France ne travaille pas assez, Bien sûr, etc. exactement. Le jour où enfin on prend une mesure que C'est vrai. tous les autres pays ont fait, là vous Voilà. dites ah bah c'est. Ah, non, mais Mais parce qu'on fait pas de travail. Parce que je vous répète ce que je vous dis. Vous entendez pas mon argument? Mais les mêmes. Ils ne travaillent plus à 53 ans, les gens. Eh ben, c'est par Comment vous faites? tous les pays qui ont reculé l'âge de la retraite, le taux d'emploi des seniors a augmenté. C'est Parce que là qui emmène. Dans 6 mois, on aura un débat. Ça coûte Ah, trop je cher. voudrais- Le gouvernement dépense trop. Non, mais Je voudrais ça va quand être même ça, répondre à explosion des monsieur- dépenses à sociales. Monsieur Leclerc. Véronique Jacquet. Il y a deux choses. Laissez-moi parler. C'est toujours vous. Elle D'abord, monopolise. dans la réforme des retraites telle qu'elle est présentée, il y a un système de bonus pour les entreprises de plus de 1000 salariés qui gardent leurs seniors. Il y a une C'est incitation l'index financière. senior. Je peux Des vous bons dire que points, des mauvais points. c'est une Non, mais fumisterie complète. c'est mieux que rien. J'ai pas dit que Oui, c'était mais bien. c'est- Bon, après, le vrai sujet est effectivement l'employabilité des seniors. Bah voilà, c'est On ça en qu'on est à découvre. 56% en Bah France, oui. c'est pas grand-chose. Bah oui. Et il ne faut pas nier qu'il y a un sujet social et une bombe à retardement, c'est qu'il y a quand même presque toute une génération qui est qui vit une paupérisation accélérée parce qu'effectivement ils sortent du marché de l'emploi à 53, 55 ans et ensuite ils n'ont plus rien jusqu'à ce qu'ils puissent toucher une retraite qui n'est donc pas complète. Et ça fait 20 ans que ça dure. Et donc, vous allez leur faire bosser 2 ans de plus. Il y a quand même un changement là aussi, on en revient à ce que. Gilles William. Non, mais oui, parce que. Bon. Je Il y a- voudrais. Oui. En un mot, au niveau, je vous ferai quand même remarquer qu'il y a un grand changement, c'est la situation de l'emploi. Aujourd'hui, vous avez des centaines de milliers d'emplois pour les qui ne trouvent seniors. pas preneurs. Eh Pas ben, pour les il peut seniors. très bien y en avoir qui sont pris par les preneurs, les seniors. Mais sauf qu'on les paye avec un lance-pierre. J'ai rarement été aussi. Ah oui, bah vous allez dire à un cadre supérieur qui gagnait 5 000 euros qu'il doit gagner 1 500 euros. Bah, les Ah ben, problèmes dites donc, les problèmes d'emploi, oui. c'est pas Mais les c'est cadres supérieurs, c'est pas été cela. autant- Ou même. Non, mais- Si je peux dire un C'est mot. tellement facile de jouer Non, votre mais- rôle. Laissez. Non, mais objectivement, non, mais si- non, mais moi je non, peux mais- vous remplacer là-dessus, faire l'avocat du diable. Bon, Gilles William. Si je En peux vrai, dire un mot. j'aimerais tellement être à votre place là ce soir. C'est tellement plus difficile de défendre la réforme des Gilles retraites. William. Objectivement. Et après, on parlera. J'ai Gilles rarement William. été autant en harmonie avec Monsieur Leclerc à ma gauche. Eh oui, vous êtes que pas ce social, soir, donc, sauf sur 2 points. Et quand pas le même. cœur à gauche. Sauf sur 2 points quand même. Pour le rassurer, c'est que il était tout en défense de Monsieur Macron, première version. Dans la version première version de Monsieur Macron, il trouvait extrêmement inéquitable et injuste les régimes spéciaux. On ne va pas toucher aux régimes spéciaux, d'une part, et pas du tout. Et d'autre part, je constate également que les fonctionnaires vont être mieux lotis que les autres. De cela, les Républicains n'ont pas l'air d'être gênés. Ces Républicains
qui étaient avant pour l'âge à 65 ans et qui ont descendu à 64 ans, comme l'a très finement dit mon ami de Ragnel, uniquement pour embêter M. Macron. C'est un peu court, je trouve, comme Alors, politique. dernière réaction de... Je réponds un mot là-dessus. Ouais. Les régimes spéciaux, d'une part, vont disparaître. Deuxièmement, Non, ils vont pas disparaître, ils vont disparaître dans 43 ans. Non. À partir de 43 ans. Oui, mais ça n'empêche que ça n'empêche que ça concerne que la question des retraites. Tout le reste du régime spécial. Deuxièmement, tous, y compris les salariés, les fonctionnaires d'actifs, tous vont travailler 2 ans de plus. Et d'ailleurs, ils ne sont pas contents. Même les policiers vont travailler 2 ans de plus. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Et sur les fonctionnaires, c'est 2 ans. Moi, je vois pas ça. Gérard, c'est une blague. On ne touche pas au vrai truc parce qu'effectivement, il n'y a pas... Le public, une nouvelle fois, est protégé. Bien sûr. C'est les privés qui va payer pour le public. Le privé est excédentaire, le public est déficitaire. Pardonnez-moi. Sauf que les fonctionnaires vont travailler 2 ans de plus. Et les fonctionnaires vont travailler 2 ans de plus. Le régime des régimes spéciaux, c'est dans 43 ans que ça s'arrête. Donc bonne chance. Non, mais tout ça en fait, je ne veux pas dire que c'est ni fait ni à faire, mais c'en est guère loin. Et c'est pas pour autant que et c'est pour ça que les gens, peut-être... C'est pas pour autant que ça calmera la rue. Le fait qu'on ait fait des un dernier concessions... point. Non, pas dernier point, il reste 5 minutes, on n'écoute rien, vous parlez tout le temps. Bon, écoutons Éric Zemmour qui a réagi aussi là-dessus. Je vous ai fait écouter plusieurs réactions. On peut peut-être écouter ensemble Monsieur Berger qui dit 64 ans, c'est non, c'est pas n'importe qui. Monsieur Berger, et alors Laurent Berger. Si Monsieur Berger a dit ça, on dit plus rien. Je suis très heureux de vous voir comme ça, à ce point en harmonie avec les syndicats. Écoutez, c'est pas n'importe qui, là, 64 ans. Et écoutons Éric Zemmour, 2 réactions différentes. C'est pas n'importe qui non plus. Pour moi, c'est toujours non. Pour la CFDT, c'est toujours non. Pour l'ensemble des organisations syndicales de ce pays, c'est non. 64 ans, c'est non. Pourquoi? Parce que cette réforme, qu'on qualifie d'ailleurs de réforme des retraites, c'est davantage une réforme des finances publiques. C'est davantage une réforme d'équilibre financier sur le seul dos des travailleurs. Les 20 milliards d'économies dont on parle, c'est sur le seul dos des travailleurs en les faisant travailler plus longtemps. Et parmi ces travailleurs, ceux qui sont le plus concernés, c'est les travailleurs modestes. Depuis toujours, la CFDT est opposée au report de l'âge légal de départ en retraite parce que c'est la mesure la plus injuste concernant les retraites. Toutes les mobilisations sont légitimes, les gens ont le droit de ne pas être d'accord. Je pense que les gens qui sont pour la retraite à 60 ans sont des irresponsables. Tout simplement, on ne peut pas financer à 60 ans. Et les gens, je ne comprends pas, il y a des gens qui un jour sont pour la retraite à 60 ans, le lendemain sont contre, qui sont contre la réforme, mais qui ne manifestent pas. Moi, je ne comprends pas tout ça. C'est trop compliqué pour moi. Moi, ce que je dis, c'est que, voilà, ce plan du gouvernement reprend globalement mes principes, donc je ne vais pas critiquer ce que j'ai défendu, mais il faut aller plus loin dans ce que je vous ai dit, les mesures sociales et l'encadrement, la globalité de cette politique qui peut pour sauver ce système de répartition. Bon, on a tout dit sur les réformes, on ne sera pas tout à fait d'accord. Il y a juste une question. Vous avez déjà vu une réforme des retraites qui était applaudie par les Français? Je pense, je vous répète ce que je pense. En fait, on ne peut pas comparer un travail de journalisme qui est effectué. Tout le monde est d'accord. C'est tout. Et moi, je suis bien d'accord que ma pénibilité n'est pas la même celle d'une femme de ménage. Je trouve indigne qu'on fasse travailler un serveur, un carreleur, une femme de ménage jusqu'à 64 ans ou plus. J'ai le droit de le dire. Je trouve ça indigne. Moi aussi. Maintenant, si vous trouvez ça digne, c'est votre problème. Je viens de vous répondre. Moi, je trouve ça indigne. Je trouve indigne que des gens qui ont commencé à 16-17 ans cotisent plus que les autres 44 ans. Je trouve ça pas convenable. On est tous d'accord. Oui, sauf moi, je suis d'accord. La réforme améliore cette situation. Bah oui, avec la reconnaissance enfin des carrières longues et de la pénibilité. Dernière chose comme qui n'a pas été évoquée, et c'est là, on pourrait peut-être quand même le faire remarquer aux syndicalistes, c'est qu'il y a quand même la pension minimum passe à 1 200 €. Pour certains qui aujourd'hui gagnaient, pour certains qui aujourd'hui étaient à 900 €. Oui. Chez les commerçants, artisans et sauf là encore, cher Gérard, que ceux qui gagnent aujourd'hui en ce moment 900 € ou 1 000 €, est-ce que vous savez s'ils vont être à 1 200 ? Il faut s'ils ont une carrière complète. Oui, en principe. Ça a été annoncé 1 200 €. Honnêtement, il y a un flou. Non, je suis pas d'accord. Ça a été dit, enfin, je sais. Enfin, moi, je vous ferai. Il y a un flou. Vous aimez bien faire des paris. Toute la question a été posée toute la journée.
Tous les gens qui gagnent aujourd'hui 1 000 €, par exemple, ils sont intéressants. Il y a peut-être des gens qui sont dans ce cas-là, qui sont artisans, commerçants. Ils disent, est-ce que moi, dès que la loi est votée, je passe à 1 200 ? Oui. Question simple. Je ne peux pas vous répondre à cette question. Vous dites oui. Moi, je ne peux pas répondre à cette question parce qu'il y a une sorte de flou là-dessus. Ah non. Mais même vous écoutiez hier les Républicains qui demandaient ça, hier soir, criaient victoire et disaient on a demandé ça, on a été entendu. Je vous répète, ceux qui en ce moment gagnent 1 000 €. Oui, on parle bien de ça, parce que les autres, c'est évident. Mais oui, je veux dire, c'était une des questions qui a été posée sur une autre antenne aujourd'hui par des spécialistes d'économie que j'ai entendu. Il y a un flou. Je ne vous dis pas, moi, peut-être que vous avez raison. Non, mais je vais creuser, mais ça m'interpelle. Il nous reste 1 minute 58. Écoutez, j'ai une séquence avec Éric Zemmour. Est-ce qu'on a le temps de la passer ou est-ce qu'on la passera demain ? Alors, il faudrait qu'on la passe rapidement, parce que vous avez vu, Éric Zemmour, il était avec un boulanger. Et il y a une séquence qui a été tournée où il explique, de manière un peu métaphorique, l'électricité en France via l'exemple avec un boulanger. C'est assez saisissant. Écoutez. Ah, mais je vais vous expliquer, c'est très simple. Alors là, imaginez, je vais vous donner un exemple. Imaginez, vous êtes le seul boulanger de toute la région, vous êtes le seul à faire du pain. Et un jour, le département vous dit... Non mais ça va pas, ça il faut faire un marché. Donc vous allez faire de votre pain et vous allez être obligé de vendre une partie de votre pain moins cher à des gens qui vont le vendre mais qui ne le font pas. Donc vous allez prendre votre pain, vous allez le vendre 30 centimes et vous allez le donner à d'autres qui n'ont rien fait mais qui vont pouvoir le vendre 1 €, 2 € si les prix montent. Voilà, c'est ça. Et comme ça vous perdez sur tous les tableaux. Voilà, c'est ça. Vous avez créé des concurrents. Et en plus, vous, votre production, une partie de votre production, vous êtes obligé de la vendre à bas prix, alors que tous les prix ont augmenté. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'on a fait à EDF. Voilà, on est là. Et moi, les génies technokratiques. Je vais vous montrer un truc, parce que c'est très bien de montrer en application. Vous voyez, aujourd'hui, regardez. Avant, sur une baguette, je vais la craquer, une baguette, on gagnait ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, sur une baguette, on gagne quoi ? Voilà, des miettes. On veut quoi aujourd'hui ? Et combien vous la vendez la baguette ? Là, la baguette, on est sur une farine locale, justement. On a réussi à maîtriser les coûts parce qu'on ne passe pas par des coopératives. Ça, c'est une baguette aujourd'hui que je peux vendre 1,30 €. Ah ouais. Voilà. Et comment font les grandes surfaces pour vendre moins ? Eux, ils perdent de l'argent, ils acceptent. Comment ils font ? Parce que c'est un produit d'appel. Ils s'en foutent de vendre la baguette, comme on ne va pas citer le nom. Oui, bien sûr. Mais eux, c'est un produit d'appel. Ils perdent là-dessus, mais de toute façon, ils répercutent sur tous les produits. Ici, nous, les boulangers, on ne peut pas fonctionner comme ça. Évidemment. C'est peut-être un produit d'appel, mais c'est un produit de premier besoin, de nécessité pour le français. Voilà. Elle est jolie, la baguette. Elle est passée. Elle est magnifique. Je peux goûter un goût ? Allez-y. C'est magnifique. Voilà. Elle fait partie du patrimoine de l'UNESCO. C'est délicieux. Et peut-être qu'un jour, on va le retrouver où ? Dans un musée, peut-être. Et peut-être qu'il n'y aura peut-être plus d'artisans, je parle boulanger, ou les artisans en général. Mais c'est très bon. Bon, c'est une séquence, certains trouveront pédagogique ou pas. On est très en retard. Je dois vous dire que François Bayrou est en train de réagir sur les 44 ans. Il est très mécontent. Sur les 44 ans, pour ceux qui ont commencé à 16, 17 et 18 ans, il est impossible d'expliquer que ceux qui ont commencé plus tôt travaillent une année de plus que les autres. François Bayrou. Le gouvernement finira par céder. Ça, c'est un message de Gauthier Lebret. C'est vrai que symboliquement, ça va bouger d'ailleurs pour les raisons évidentes. Notre ami, je l'aperçois derrière les caméras, c'est Olivier Benkemoun. Bonsoir. Bonsoir Olivier, comment ça va ? J'ai eu peur que vous fassiez la dictée. Parce que moi, j'étais pas. Ah, la dictée, non, mais recommencez pas. Vous vous souvenez de ma dictée préférée, c'est celle de Topaz, Pagnol. Les moutons. Ah, les moutons étaient en sûreté dans leur parc. J'adore. C'est formidable ça. Ah oui, on aurait. La dictée. On parlera aussi de la dictée. Pour ceux qui ont raté ça, vous n'avez pas parlé ce soir. Vous étiez bon en dictée ? J'étais une buse. Une buse. Oh non, arrêtez, dites pas ça. Thibaut Palfroy était à la réalisation, Philippe était à la vision, Rodrigue Le Prado était au son. Merci à Benjamin, à Kylian Salé, à Noémie Benamou qui était avec nous. Toutes les émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Rendez-vous demain matin. Et donc l'ami Olivier Benkemoun pour le meilleur de tout ce qui s'est dit aujourd'hui sur CNews. Bonne soirée.